Salut les testeurs, salut les DeLorean. Ouais, si t'as pas compris, cette coupe bordélique là, c'est un clin d'œil à Doc dans Retour vers le futur. Non de Zeus. Aujourd'hui, on teste le voyage dans le temps. Et là, vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? On peut pas voyager dans le temps, on peut pas aller vers le futur. Il se fout de nous. Eh bien, détrompez-vous, vous voyagez dans le temps vers le futur sans que vous ne vous en rendiez compte. Ce n'est pas que de la science-fiction. On va voir aussi qu'est-ce qu'il en est du voyage dans le passé et la question des multivers. Et ne vous en faites pas, je vais simplifier tout ça parce que c'est quand même assez compliqué. On va aussi parler des films mettant en scène le voyage dans le temps et on va pointer quand même les incohérences parce qu'il y en a beaucoup. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air dans le présent pour que je puisse kiffer dans le futur et donnez-moi dans les commentaires des théories du voyage dans le temps que vous pouvez avoir. Est-ce que c'est possible? Pas possible, bref, lâchez-vous. Et c'est parti pour le test. Dans cette vidéo, on ne va pas faire un test à proprement parler parce que vous effectuez ce test de voyage vers le futur à chaque moment de votre vie sans que vous ne le sachiez. On va donc répondre ici à la question que beaucoup se posent et vous la posez certainement. Est-ce qu'on peut voyager vers le futur? Eh bien la réponse est oui et croyez-moi ce n'est pas une blague. J'ai une tête à déconner. Mais avant de répondre à cette grande interrogation, on va voir la question de la théorie et de la pratique. Lorsque les scientifiques parlent de ces sujets de voyage dans le temps, d'espace, d'univers, de religion et plein d'autres sujets, ils utilisent souvent le terme théorie. Une théorie, c'est quelque chose que l'on imagine, sur laquelle on discute, et même si on sait qu'une chose est évidente et logique, on continue de l'appeler théorie tant qu'elle n'a pas été expérimentée, testée et prouvée. C'est ce qui fait la différence entre la théorie et la pratique. Eh bien, il se trouve que la question du voyage vers le futur n'est plus considérée comme une théorie parce qu'elle est justement théoriquement logique et plausible, mais surtout qu'elle a été expérimentée et prouvée. Et c'est là que vous allez comprendre que vous et moi, on est en train de voyager chaque seconde vers le futur. Alors tout d'abord, on va voir les éléments qui font et qui prouvent qu'on est en train de voyager vers le futur sur une petite échelle de temps, et on verra par la suite les techniques qui permettraient de voyager vers le futur de manière bien plus conséquente. Alors déjà tout bêtement, le fait d'avancer dans le temps, le fait de vivre notre vie fait en sorte qu'on avance vers le futur. C'est un voyage. Lorsque l'on dit demain je vais au restaurant, on fait une projection vers le futur, on se dirige vers ce futur et lorsqu'on y est, ça devient notre présent. On a bien effectué un voyage vers le futur, mais à notre échelle de temps et à notre vitesse habituelle et normale. Donc pour nous c'est quelque chose de commun, mais on a bel et bien effectué un voyage vers le futur. Sinon on resterait toujours à un instant T sans avancer vers l'avant quoi. Ouais, un peu bizarre cette phrase, avancer vers l'avant. Donc maintenant on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Oui, vers le futur. Je suis en 2 exemplaires ici. Pour ça, on va imaginer une situation. Imaginez 2 personnes qui auraient été conçues au même moment, qui sont nées au même instant. Ils ont donc le même âge. La première personne va être tout le temps en mouvement, il va tout le temps voyager, il va faire beaucoup de sport, tandis que la seconde personne va être assez passive, elle va pas faire de sport et elle va pas trop voyager. Eh bien, il se trouve que cette première personne sera relativement plus jeune que la deuxième. C'est grâce à un principe qui s'appelle la relativité restreinte. Ouais, je me la pète un peu à connaître des termes scientifiques. Je vous explique. Il se trouve que le temps s'écoule exactement pareil pour l'une personne ou pour l'autre, chacune de leur côté. Mais l'une par rapport à l'autre, le temps s'est écoulé différemment. J'avoue que c'est un petit peu difficile à comprendre parce que c'est un phénomène physique complexe. On n'a pas l'habitude tous les jours d'entendre parler de ça, quoi. Et surtout, on se rend pas compte qu'on l'expérimente à chaque seconde. Je peux vous donner un exemple assez connu dans le milieu de la science qui permet d'expliquer la question de la relativité. C'est quoi la relativité? Imaginez que vous soyez dans un train en marche et votre ami est en face sur le sol, il ne bouge pas. Maintenant, vous prenez un objet, vous le lâchez par la fenêtre du train en marche et vous allez voir qu'il effectue une ligne droite, il descend tout droit. Mais votre ami, lui, qui est sur le sol, qui observe la scène, va voir l'objet effectuer un arc. Il a totalement raison, ça effectue vraiment un arc par rapport à son point de vue, et vous aussi vous avez totalement raison, ça effectue vraiment une droite par rapport à votre point de vue d'observateur. Eh bien la relativité c'est tout simplement ça, c'est un phénomène qui dépend du point de vue des observateurs. Eh bien ça marche pareil avec le temps. Et pour ce qui est de nos 2 individus dont je parlais au début, c'est-à-dire celui qui est actif et celui qui est pas du tout actif, l'élément qui fait que le temps s'est écoulé de manière différente de l'un par rapport à l'autre, toujours, c'est la vitesse et le mouvement. On a donc profité ici de ce qu'on appelle une distorsion de l'espace et du temps. Ouais, j'en connais des termes. Il y a un autre principe que vous connaissez très bien qui permet de profiter de cette distorsion de l'espace et du temps, c'est la gravité. Plus on est loin d'un objet gravitationnel, plus le temps s'écoule rapidement. Et plus on est proche de cet objet gravitationnel, et plus le temps s'écoule lentement. Ici, c'est la relativité générale. Si par exemple je vais dans une navette spatiale et que je vais en orbite autour de la Terre, le temps s'écoulera plus rapidement pour moi que pour les personnes qui sont sur Terre. Je serai donc plus vieux. Et dans cet exemple-là, cette fois-ci, ce sont les personnes sur Terre qui ont effectué un bond vers le futur. Toujours par rapport à moi, bien entendu. Car je le rappelle, que ce soit aussi bien pour moi que pour les personnes présentes sur Terre, le temps s'est écoulé de manière habituelle et normale. J'ai vu 5 minutes s'écouler et ceux sur Terre ont aussi vu 5 minutes s'écouler. Mais grâce au principe de relativité et à cause de la différence de gravité, le temps s'est écoulé différemment
l'un par rapport à l'autre. Vous arrivez à suivre? On peut prendre l'exemple très concret des horloges qui sont présentes sur les satellites GPS qui sont en orbite autour de la Terre. En raison de sa vitesse, une horloge présente sur un satellite GPS prend quelques microsecondes de retard par jour sur celle qui est au sol. D'autre part, en raison de son altitude, puisqu'elle est en hauteur, elle prend quelques dizaines de microsecondes d'avance comparée aux horloges présentes au sol. Ils doivent donc effectuer des calculs pour recalibrer tout ça. Ouais, c'est vrai, ça fait mal à la tête, hein. Moi aussi, ça m'a fait ça. Mais c'est vrai que dans les exemples dont je vous ai parlé, les bonds vers le futur sont vraiment très infimes, puisqu'ils sont l'ordre de quelques dixièmes de secondes. Et si on voulait augmenter la différence de temps et donc créer un bond un petit peu plus conséquent vers le futur, on pourrait par exemple prendre un vaisseau qui tournerait autour de la Terre à une certaine grande vitesse, mais quand même une vitesse qu'un humain pourrait supporter. On pourrait faire durer ce voyage une semaine, et comme ça on pourrait faire un bond un petit peu plus conséquent de quelques minutes vers le futur. Mais hélas, pour le moment, c'est le mieux qu'on puisse faire. Sachez que mathématiquement parlant, c'est possible d'effectuer un bond vers le futur bien plus conséquent. Mais vous allez voir que c'est tout de même très compliqué, voire impossible, car nous sommes vraiment limités. En effet, si je voulais effectuer un bond vers le futur d'au moins 10 ans en quelques minutes, eh bien il faudrait que j'aille par exemple dans un vaisseau qui puisse dépasser la vitesse de la lumière. C'est non seulement très complexe technologiquement, mais en plus nous serions broyés par la vitesse et l'accélération. Et moi perso, terminer en purée, c'est pas mon délire. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai des trucs à faire, hein. Demain j'ai piscine. Donc avec nos connaissances actuelles, c'est impossible. C'est mathématiquement réalisable, mais on est limité. Oh, dur, c'est pas le pied. Il y aurait une autre possibilité, mais celle-ci, alors là, est vraiment totalement théorique. Elle consisterait à traverser ce qu'on appelle un trou de verre. Un trou de verre, c'est un portail qui permettrait de rejoindre deux points distincts de l'espace et du temps de manière quasi instantanée. On parle ici du pont Einstein-Rosen. Vous en avez peut-être entendu parler dans certains films. Non seulement l'existence des trous de verre est totalement hypothétique, même si certains scientifiques disent qu'il serait possible d'en créer, mais même si c'était le cas et qu'on allait dedans, on serait sans doute broyé par sa forte gravité. Et qui sait ce qui pourrait se passer encore dans un tel dispositif. Personnellement, j'ai pas trop envie de l'expérimenter. Je vous rappelle, j'ai piscine demain. Vous l'aurez compris, c'est très sérieux, aller vers le futur c'est possible, mais les technologies et la faible résistance de notre corps ne nous permettent pas d'aller bien loin. En gros, si vous voulez voir demain arriver plus vite, eh ben, il vous suffira juste d'aller dormir. Mais maintenant, qu'en est-il de la question du voyage dans le passé? Est-il lui aussi possible? Et si on allait vers le futur, est-ce qu'on pourrait retourner en arrière? Vous allez voir que la réponse est bien différente et bien plus complexe que la question du voyage vers le futur. En effet, contrairement à ce dernier qui lui est théoriquement possible et même, on l'a vu, mathématiquement et logiquement possible, le voyage dans le passé est lui physiquement impossible et même théoriquement improbable. Vous allez voir le pourquoi du comment le voyage dans le passé est impossible à moins d'un miracle. Une première théorie tente à dire qu'il serait possible d'aller dans le passé en dépassant la vitesse de la lumière. Mais non seulement cette théorie est totalement aléatoire, mais en plus elle est impossible parce qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière dans le vide actuellement. Enfin, je dis actuellement, mais techniquement, pour l'instant, on n'a pas les données qui nous permettraient de nous montrer que la vitesse de la lumière peut être dépassée. Une autre théorie serait d'utiliser les fameux trous de verre dont on a parlé, mais rappelez-vous, je vous ai dit qu'ils sont totalement théoriques et hypothétiques, il n'a même pas été prouvé qu'ils existaient. Et en plus, vu que la marche normale du temps pour nous va du présent vers le futur, pour aller du présent vers le passé, il faudrait sans doute dépenser une énergie incommensurable, colossale, pour pouvoir aller dans le passé. Énergie qui n'existe nulle part dans l'univers. De plus, les scientifiques s'accordent presque tous à dire que le passé, c'est le passé. On ne peut pas du tout le rejoindre. Il y a plein d'autres théories qui imaginent comment on pourrait aller dans le passé, mais quoi qu'il arrive, si c'était possible d'aller dans le passé, on se retrouverait face à un problème vraiment majeur cette fois-ci. C'est ce qu'on appelle un paradoxe temporel. Un paradoxe, c'est un contresens, c'est une aberration qui défie toute logique. C'est quelque chose d'improbable qui ne peut pas être. Rien que ça fait mal à la tête. Et un paradoxe temporel, c'est donc une aberration, une chose qui va contre la logique du temps. Pas de souci, on va développer. Je vais vous donner un exemple et vous allez voir que si le voyage dans le passé existait, on aurait vraiment de sérieux soucis si on commençait à changer des événements. Je vais donc prendre l'exemple très connu du paradoxe du grand-père. En fait, le paradoxe du grand-père parle d'un voyageur imprudent qui va dans le passé. Il va dans le passé comme ça, pour un petit délire, pour chiller, pour faire des trucs avec les potes. Et à un moment donné, accidentellement, il va tuer son grand-père. On s'en fout de savoir comment il va le tuer, il va tuer son grand-père. Son grand-père est donc mort, son père ne va pas naître, et donc lui ne va pas naître. Mais à ce moment-là, s'il n'est pas né, comment ça se fait qu'il était dans le présent et qu'il a pu aller dans le passé et tuer son grand-père accidentellement? Et voilà, on a créé un paradoxe temporel. On est fort quand même, Mais un pouce bleu pour le paradoxe temporel. Mais on n'a pas besoin d'aller si loin que le paradoxe du grand-père. Imaginez par exemple que vous êtes avec votre copine et que vous oubliez son anniversaire. Là,
là, il va y avoir une engueulade et il va y avoir une rupture. À ce moment-là, imaginons que vous ayez la possibilité d'aller dans le passé, vous allez y aller, vous allez vous dire à vous-même dans le passé de ne pas oublier son anniversaire, et là vous allez être bien tous les deux ensemble, vous allez pète pompon. Mais le souci, c'est que si vous avez changé les événements du passé et que maintenant dans le présent, vous ne vous êtes pas engueulé et qu'il n'y a pas eu rupture, tout à coup, qu'est-ce qui fait que vous irez dans le passé pour changer cet événement alors qu'il n'a pas eu lieu? Et voilà, encore un paradoxe temporel. Décidément, vous foutez la merde. Avec ces exemples, on a donc créé des paradoxes temporels qu'on appelle aussi boucles temporelles. Mais alors, qu'est-ce que pourrait créer un paradoxe temporel? Une boucle éternelle d'improbabilité où se joueraient pour l'éternité les événements qu'on a changés? La destruction de l'espèce humaine ou la destruction de l'univers? On serait dupliqué. Cette rencontre créerait un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers. C'est que de la théorie, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas l'expliquer et même les scientifiques ne le savent pas. On est mal barré quand même, hein. Mais toutes ces histoires qu'on a vues juste avant ne marchent que pour une seule théorie du temps. Eh ouais, il y a plusieurs théories sur le temps. Vous croyez pas que ça allait être aussi simple quand même, hein? Dans cette théorie du temps qu'on a vue, on imagine le temps comme une ligne. Il y a donc le passé, le présent et le futur. Lorsque l'on change un événement dans le passé, on va répercuter ces changements ici sur notre ligne du temps. L'autre théorie qui permet d'éviter le problème des paradoxes temporels, c'est la théorie des embranchements parallèles. Elle vise à dire que si je vais dans le passé et que je change un événement, ça ne va pas faire comme l'autre théorie où ça va se répercuter sur ma ligne du temps et il n'y a donc qu'une seule ligne du temps, ça va créer une deuxième ligne du temps à partir du moment où j'ai changé un événement. Ça veut dire qu'il n'y a aucun changement d'effectué sur ma ligne de base, mais par contre j'ai créé ce qui s'appelle une ligne alternative, un temps alternatif, ou même une réalité alternative. C'est ici que naît la théorie dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est la théorie des multivers, des univers multiples. J'aime bien, je dis ça comme si tout le monde connaissait quoi. On y parle aussi bien des univers parallèles que des lignes de temps alternatives. C'est bien complexe tout ça, hein. Maintenant qu'on a vu ces faits, ces diverses théories sur le voyage dans le temps, on va essayer de s'intéresser un petit peu aux films qui traitent de ce sujet-là et on va essayer de prendre par-ci par-là les petites incohérences qui sont présentes dans ces scénarios lorsque ces films traitent de ce sujet-là du voyage dans le temps. On va prendre comme premier exemple la saga Terminator, j'espère que tout le monde connaît quand même, hein. Hasta la vista, baby. Les machines sont en guerre contre les humains et les humains tentent de résister grâce au leader de la résistance, John Connor. Sous le commandement de ce dernier, les humains sont en train de gagner la guerre. À ce moment-là, dans un élan ultime, les machines mettent au point une machine à voyager dans le temps et ils vont envoyer 2 Terminators dans le temps, dans le passé. Dans le premier film, un Terminator va être là pour tuer la mère de John Connor et dans le deuxième film, un Terminator va s'attaquer à John Connor lorsqu'il était enfant. Mais les machines sont un petit peu neuneux quand même parce que si elles font ça, elles vont créer un paradoxe temporel. Je vous explique. Si les machines envoie un Terminator dans le passé et qu'il tue John Connor ne pourra pas donner les stratégies qui vont permettre aux humains de gagner. Les machines seront donc gagnantes, mais si elles sont gagnantes dans le présent, ouais, dans le film c'est un peu le futur plutôt. Bref, on s'embrouille. Ça, c'est du passé. Du futur, vous voulez dire? Si tu préfères. Alors pourquoi elles inventeraient une machine à voyager dans le temps pour envoyer un Terminator tuer John Connor parce qu'il est déjà mort? Et boum, ça crée un paradoxe temporel. Donc improbabilité scénaristique. Reste cool. Sac à merde. Comme deuxième exemple, on va prendre ma trilogie préférée, c'est Retour vers le futur. Et là, on va voir que les scénaristes se sont un peu embrouillés l'esprit parce qu'ils utilisent la théorie de l'embranchement unique et la théorie des embranchements parallèles. Ouais, entre le 1 et le 2, les gars avaient un petit peu bu parce qu'ils étaient quand même contents que le film ait marché. Dans le premier Retour vers le futur, ici on a la théorie de l'embranchement unique, la ligne unique de temps. On peut dire que le film respecte assez bien cette théorie-là, mais il y a quand même des incohérences. Je le répète, c'est normal qu'il y ait des incohérences dans des films qui parlent du voyage dans le passé. Pour ceux qui n'ont jamais vu le film ou pour ceux qui ont un peu oublié l'intrigue, Marty va dans le passé et rencontre accidentellement sa mère. Celle-ci tombe amoureuse de lui, ne tombe donc pas amoureuse de son père, et ça commence à créer un paradoxe temporel du fait que Marty techniquement n'existera pas dans le présent. Il y a un élément dans le film, Marty a une photo où on le voit lui-même, son frère et sa sœur, et il se trouve qu'on voit son frère, sa sœur disparaître progressivement, et lui vers la fin du film commence aussi à disparaître, aussi bien sur la photo qu'en réel. Mais c'est un peu aberrant parce qu'à partir du moment où il a modifié le temps, le changement devrait être quasiment instantané. Après oui, il y a d'autres théories, mais bon, on va rester sur celle-ci. Mais les scénaristes ont mis cette petite incohérence, pourquoi? Parce que sinon ils n'auraient pas fait l'histoire qu'ils voulaient raconter. Eux, ils voulaient raconter l'histoire d'un jeune qui va dans le passé et qui se trouve nez à nez avec ses parents. S'ils l'avaient fait disparaître instantanément à partir du moment où il crée ce changement dans le passé, ça aurait créé un autre scénario, il y aurait eu un paradoxe temporel. Et là, on serait parti sur un scénario peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Donc c'est compréhensible qu'ils aient mis quand même cette incohérence dans le film. En effet, le mécanisme du paradoxe aurait été le
suivant. Si Marty va dans le passé, qui change l'événement, donc sa mère n'ira pas avec son père, il ne va pas naître. Et le souci, c'est que s'il n'est pas né, il n'est pas dans le présent, là d'où il vient. Et s'il n'est pas dans le présent, comment peut-il prendre la machine à voyager dans le temps pour aller dans le passé et créer ce bouleversement? Et voilà, ça crée un paradoxe temporel. Mais dans Retour vers le futur 2, les scénaristes vont s'embrouiller et vont utiliser les deux théories du temps. La théorie de la ligne unique, de l'embranchement unique, et la théorie des embranchements parallèles. Mais avant de développer ça, on va parler d'une autre incohérence qu'il y a au début du film. Doc arrive du futur, il revient dans le présent, et il dit à Marty, il y a un problème dans le futur, il faut qu'on y aille. À ce moment-là, ils vont dans le futur, et à un moment donné, on voit dans ce futur qu'il y a Marty vieux. À un moment donné du présent, il prend la DeLorean, il va vers le futur, donc il n'est plus censé être sur cette timeline-là, quoi. On n'est pas censé le voir vieux dans le futur, et pourtant ça a lieu, donc c'est quand même une incohérence. Et on va voir maintenant qu'à un moment donné dans le film, il nous parle de la théorie des embranchements parallèles, alors que jusqu'à présent, et en tout cas dans le premier épisode, on nous parlait de l'embranchement unique, de la ligne de temps unique. Il se trouve qu'à un moment donné, Doc et Marty sont dans le futur, et un personnage du futur va utiliser la DeLorean pour aller dans le passé et se donner à lui-même un almanach sportif. Comme ça, il va gagner au loto, à des courses, et il va devenir millionnaire. À ce moment-là, Doc et Marty reviennent dans le présent, et les événements ont changé. Donc à partir du moment où les événements ont changé, on est quand même dans la théorie de l'embranchement unique, parce qu'un changement s'est répercuté vers le présent et vers l'avenir. Et à un moment donné, il explique à Marty ce qui s'est passé, et il lui dit, Biff est allé dans le passé, il s'est donné l'almanach à lui-même, ça a influé dans le temps, et ça a créé une réalité parallèle, une réalité alternative, et donc un deuxième embranchement. Donc au début, ils sont sur une théorie d'embranchement unique, et après ils sont sur la théorie des embranchements parallèles. Donc ils ne savent plus trop où donner de la tête dans le film. J'ai bien aimé le 2, j'ai bien aimé toute la trilogie, mais voilà, on peut quand même se rendre compte que c'est incohérent. Dans le dernier Avengers, donc Avengers Endgame, ils utilisent aussi cette théorie-là des embranchements parallèles, mais c'est un petit peu plus embrouillé. Hulk nous sort une théorie un petit peu chelou, que même les personnages du film ne comprennent pas. En gros, ils ont essayé de torcher cette question là du temps en 10 secondes. Ils nous balancent des trucs comme ça au visage en disant que tous les autres films de voyage dans le temps c'est n'importe quoi, et là en 10 secondes comme ça, ils torchent le souci, hop hop hop, c'est comme ça, faut pas penser à autre chose. Réfléchissez, si vous voyagez vers le passé, ce passé devient votre futur. Et ce qui était votre présent devient votre passé, qui ne peut pas être modifié par votre nouveau futur. Exactement. Mais en même temps, c'est compréhensible. Je pense que les scénaristes et les réalisateurs ont eu l'idée de faire ça, de torcher ça en 10 secondes sur la question de la théorie du voyage dans le temps pour ne pas embrouiller l'histoire. Parce qu'à ce moment-là, dans le scénario, ce qui était important, c'était que les héros allaient chercher les pierres de l'infini. On n'avait pas trop envie de s'attarder sur la question de théorie de voyage dans le temps. Donc Hulk nous balance ça au visage très rapidement en disant quelques petites phrases bateau comme ça, et puis c'est emballé, pesé, comme ça on s'occupe uniquement du sujet important. Mais alors pourquoi il y a autant d'incohérences dans ces films-là sur la question du voyage dans le temps et du voyage dans le passé surtout? Eh bien personnellement, je pense quand même que c'est une preuve non négligeable du fait que le voyage dans le passé c'est improbable. Et du fait que c'est improbable, on ne peut pas faire un véritable scénario sans incohérence dans un film. Sinon on ferait jamais de film et adieu toutes les histoires et tous les films qu'on a kiffé quoi. Donc ils sont obligés d'utiliser des incohérences, des fois ils se servent même de ces incohérences, des fois ils les nomment même dans les films, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne pourraient pas faire d'histoire, sinon ils ne pourraient pas raconter ce qu'ils veulent raconter. Donc c'est pour ça qu'avec le temps et avec de la maturité, on accepte toutes ces incohérences, parce que sinon franchement il n'y aurait jamais de film. Et puis on se prendrait quand même un petit peu trop la tête à chaque fois à parler de ces théories-là, quoi. On doit bien en être au moins plus de 15 minutes de vidéo, mais dites-vous qu'encore j'ai simplifié les choses, parce que sinon c'était vraiment bien plus complexe. Je ne suis pas allé plus précisément dans les questions des trous de verre, la constante de Planck et plein d'autres choses comme ça, parce que sinon ce serait très indigeste. En tout cas, j'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas, et si vous le connaissiez, et si vous connaissez d'ailleurs toutes ces théories sur le voyage dans le temps, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et aussi profitez de cet espace commentaire pour me sortir toutes vos théories de voyage dans le temps. Ou dites-moi si vous avez vu des incohérences dans des films, ou quel film vous avez pu voir sur le voyage dans le temps. Bref, dites-moi tout ce que vous voulez en bas dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et en plus comme ça va un peu référencer ma vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et d'activer toutes les notifications, comme ça vous serez prévenu pour les prochaines vidéos qui seront un petit peu moins techniques que celles-ci, elles seront un peu plus ludiques. Et sur ces derniers